Salut à toutes et à tous, vous regardez un nouvel épisode de L'Œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, diffusée sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site lemediatv.fr, sur le canal 165 de la Freebox et également sur Molotov. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de préambule. Les Non. préambules font la grève. Ouais, je sais pas pourquoi. Il peut y avoir un petit préambule peut-être. Allez, cadeau. Allez, cadeau. Un préambulon. Ouais, allez, je vous l'offre, ces cadeaux. C'est Pannier-Runacher, la ministre, qui s'est retrouvée sur le plateau. Alors, c'est assez drôle. Sur un plateau de télé, à défendre, alors qu'a priori, elle est là pour, normalement, défendre l'environnement, la protection environnementale. Elle va se retrouver à défendre l'ouverture d'une ligne aérienne, tenez-vous bien, entre... Vraiment, ça m'a fait marrer, entre Orly et, devinez quelle grande métropole, mégapole, Pau, la ville, évidemment, du Premier ministre. Et c'est fait à la demande du Premier ministre. Regardez comment elle va se dépatouiller. C'est absolument extraordinaire. Elle ne va pas répondre. Et le journaliste, le confrère, va revenir à la charge en expliquant qu'il y a déjà une ligne Roissy-Pau et qu'elle n'est pas forcément hyper saturée. Je vous laisse regarder un extrait. On explique à d'autres gens qui sont sur des territoires enclavés que c'est pas grave, ils ont qu'à s'en passer. Il y a déjà une ligne Roissy-Pau. Pourquoi en faire une deuxième dans un territoire typiquement qui a perdu des lignes de train, parce que aussi en train on a perdu des lignes de train. Ça s'appelle de l'aménagement. Agnès Pannier-Runacher, c'est pas le sujet. Il existe un Roissy-Pau. Pourquoi faire un Orly-Pau en plus? Mais parce que vous avez des créneaux. Enfin, pardon, mais là aussi, c'est une vision qui est extraordinairement parisiano-centrée. Oh, je viens du Loir-et-Cher, ça va. C'est pas trop précis. Julie, vous vouliez ajouter Non, je me demandais, les avions sont pleins dans les Roissy-Pau. Ah ben, je fais l'hypothèse qu'ils le sont, sinon ils ne tourneraient pas. Et c'est parti pour les tops. Je commence par une habituée. Oui. Elle devrait avoir sa carte premium. C'est Florence Bergeau Blackler, absolument. Alors, le top, il va à Jean-Jacques Bourdin. Il était venu à la rescousse, on l'avait diffusé. C'est un top paradoxal, d'ailleurs. C'est un top paradoxal, absolument, puisqu'il était venu à la rescousse, mais c'est quand même magnifique. Il était venu à la rescousse de Florence Bergeau Blackler, donc une espèce de chercheuse, anthropologue au CNRS, qui a des problèmes en ce moment, d'ailleurs, avec sa direction, puisqu'elle prend des positions très extrêmes. Évidemment, à l'extrême droite, qui a des rapports avec le monde arabe assez particuliers. Elle est à minima islamophobe, voire arabophobe, comme on l'a déjà raconté ici. Et là, Bourdin, je vous rappelle juste cet extrait, il était magnifique, va expliquer et va anticiper ses rêves les plus fous, et va expliquer qu'elle est apolitique. Je vous laisse revoir cette séquence. C'est-à-dire, vous êtes entravé? Je ne suis pas aidée. C'est-à-dire qu'il y a des procédures disciplinaires qui sont engagées contre moi. Oui. Pour des raisons politiques. Oui. Donc effectivement, et ça n'était pas le cas il y a 2 ans. Alors que je suis complètement apolitique. Alors apolitique, Florence Bergeau Blackler, mais absolument pas. Elle est de droite extrême, voire d'extrême droite. Elle a même dit clairement, elle a écrit clairement qu'elle préférait voter Rassemblement National en cas de duel entre la gauche et le Rassemblement National. Et là, elle va participer à un colloque de Facholand absolument extraordinaire. Vous allez voir les invités, les intervenants et les journalistes du type Elisabeth Lévy. Ça laisse absolument aucun doute sur son positionnement politique. Je vous laisse voir l'affiche de ce colloque. Et d'ailleurs, notre ami Foualier, qu'on avait reçu il y a quelques semaines, qui est un staccanoviste complètement, enfin on dirait du Pascal Boniface. C'est extraordinaire. Il produit des vidéos d'une qualité, d'une longueur creusée à chaque fois qui sont formidables. Et cette fois-ci, donc c'est après Sophia Aram, où il avait eu la gentillesse de nous citer, il va se pencher sur le cas Florence Bergeau Blackler et elle va lui répondre que c'est un complotiste, que machin, diarrhée verbale et compagnie. En fait, elle lui attribue ses propres tares. Je vous laisse regarder une petite capture d'écran et je vous invite évidemment à vous abonner aux comptes sociaux de Foualier et à suivre son travail.
Alors, on continue avec la Société des journalistes de France Info. Elle a fait une BA, une bonne action. Oui, pour une fois, parce que je m'étais un peu agacé il y a quelque temps lorsqu'il y avait l'affaire du bandeau. Vous savez, je vous invite à retrouver ça, c'est assez facile à retrouver. L'affaire du bandeau, un journaliste précaire avait, pendant le week-end, mis un bandeau. Alors je dis précaire parce que voilà, les sanctions sont plus faciles quand on est précaire. Il avait mis un bandeau qualifiant les 200 Palestiniens échangés d'otages. 200 otages palestiniens, ce qui me semble... Échangés contre des Israéliens. Absolument, mais eux sont otages aussi. Ça ne me semblait pas complètement délirant, sauf qu'il y a eu les foudres, notamment de la part de Caroline Yadan, la députée ultra-sioniste, donc proche... Et macroniste. Oui, macroniste et ultra-sioniste, proche de Netanyahou. D'ailleurs, ça va un peu de pair, souvent. Je ne connais pas beaucoup de macronistes qui soient critiques vis-à-vis de Netanyahou. Il faudra peut-être creuser le lien entre les deux. Mais en tout cas, ils ont retiré ce bandeau, ils ont présenté leurs excuses. Et la SDJ, donc la direction a présenté ses excuses, et la SDJ était venue à la rescousse de la direction de France Info. C'est quand même extraordinaire. Alors même que la direction de France Info annonçait des sanctions contre le journaliste. Ben absolument. Donc a priori, une SDJ, elle est là pour défendre les salariés. Enfin, je ne comprends pas. Et là, enfin, ils prennent conscience de l'étendue des dégâts. Je vous rappelle qu'on avait fait, il y a, je crois, 2 semaines ou 3 semaines, on avait fait un microscope sur la dérive de France Info. Donc on avait alerté, avant que ça parte complètement en vrille, on avait alerté. Et donc, ça vient confirmer, et je les remercie, de prendre effectivement conscience de l'étendue des dégâts et a fait voter une motion de défiance à l'encontre de son directeur, puisque c'est évidemment le directeur qui est responsable, c'est pas du tout le pauvre précaire qui, lui, a estimé que oui, il pouvait y avoir des otages palestiniens, sachant, je le précise quand même, sachant qu'il a été prouvé que l'armée israélienne stockait, je le dis bien, très clairement, j'assume le terme, stockait des prisonniers palestiniens sans autre forme de procès pour justement pouvoir les échanger. Et donc, je vous lis cette courte déclaration de la SDJ. La rédaction de France Info TV a adopté aujourd'hui une motion de défiance à l'encontre de son directeur Laurent Delpech. À la question, au regard des méthodes managériales contestables de la gestion de la crise et de la détérioration de l'image de la chaîne, faites-vous confiance à Laurent Delpech pour diriger France Info TV sur le canal 16 ? La rédaction a répondu non à 87%, et oui à 13%. Donc, avec un taux de participation de 84%. Pardon, ça peut paraître un peu prétentieux, mais comme je vous le dis ici, j'aime bien quand l'histoire nous donne raison. Et là, l'histoire nous a encore une nouvelle fois donné raison. Et on ferme la boucle des tops avec un autre top paradoxal. Aurore Berger, la très macroniste Aurore Berger, a encore frappé. Elle est extraordinaire. Alors, c'est pas une personnalité du monde médiatique, sauf qu'elle est omniprésente. Sur les plateaux de télé, elle vient sortir ce qu'on appelle la hasbara, les éléments de langage. Je rappelle qu'elle est trimballée. Elle a été trimballée notamment par Elnet, donc l'agence de lobbying israélienne pro-Netanyahou, avion, hôtel, resto et compagnie, pour revenir en France, raconter les éléments de langage habituels qu'on retrouve chez Enthoven, chez Fourest et chez d'autres, chez Amin El-Khatmi et compagnie, tous les gens qui ont été, qui sont en lien avec ces puissances occupatrices. Et là, elle va lancer une campagne contre l'antisémitisme. Alors, c'est absolument extraordinaire, pardon, mais ils finissent par me faire rire, en fait, ces gens. Elle va lancer une campagne d'affichage pour dénoncer l'antisémitisme, ce qui est bien, c'est à la base, évidemment, c'est ce contre quoi... Enfin, on se bat, évidemment, contre l'antisémitisme, mais elle, ça va être des affiches, alors je vous laisse regarder, elle a posté un visuel qu'elle a ensuite retiré, où il va y avoir sur les rues de France et de Navarre, imaginez bien, sur les murs, dans toutes les rues, il va y avoir écrit en énorme « Sale juif » et « Sale juive ». Et en tout petit, c'est l'explication que mon fils ou ma fille a été traité comme ça à l'école ou à l'université. C'est complètement extraordinaire, mais c'est un peu comme si on mettait une énorme croix gammée et puis Adolf Hitler en train de tendre le bras et qu'on mette en tout petit le nazisme, c'est pas bien. Enfin, ça n'a aucun sens. Je veux dire, à la limite, pour le coup, les antisémites diraient « Ah ben voilà !» Sale juif, ça me va très bien. Donc c'est tellement débile que je ne comprends pas comment on a pu arriver à ce résultat lamentable. Alors,
c'est pas qu'elle qui a décidé de ça, c'est toute une chaîne, c'est pour ça que je vous en parle. C'est toute une chaîne de décision. C'est-à-dire que dans ces ministères, au gouvernement, il y a des gens qui sont... Alors il faut que vous mesuriez, parce que les gens qui bossent dans les services com et compagnie sont payés entre 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois pour pondre ce genre de conneries. Les cabinets qui sont extérieurs aussi perçoivent des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour produire ça. Et ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé que l'intelligence collective, finalement, c'est pas une garantie de réussite et d'intelligence tout court. Alors, je dis pas que l'intelligence collective n'aboutit pas à de l'intelligence tout court. C'est pas ça. Je dis juste que ça n'aboutit pas toujours. Et je me rappelle ça m'a rappelé quelque chose. Je crois que c'était dans les années 80. Une biscuiterie industrielle, dont j'ai oublié le nom, avait sorti un gâteau industriel, un petit gâteau qui était en fait une espèce de sablé. Extérieur, un peu bombé, et à l'intérieur, il y avait une pâte à tartiner, dont je tairai le nom, mais vous voyez à peu près. Donc c'était dur à l'extérieur et puis moelleux à l'intérieur. Et donc ils ont cherché un nom, et ce nom est sorti du chapeau. Ça a été validé par l'ensemble des chaînes commerciales, marketing et compagnie. Et juste avant que ça parte en prod, quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme en disant non, on peut pas sortir ce nom-là. Et le nom, c'était quoi? C'était c'est la minute Bigard de l'émission. C'était croque moelleux. Et donc le gars explique, on peut pas dire, en France on peut pas appeler un gâteau croque moelleux, c'est pas possible. Ils vont s'attirer toutes les railleries de la terre et c'est normal. Voilà. Et ben voilà, l'intelligence collective a mené à ce fiasco qui a coûté sans doute des centaines de milliers d'euros aux contribuables au moment où ils cherchent à faire des économies. Et voilà, donc Aurore Berger, je termine là-dessus, pardon d'avoir été un petit peu long, a décidé raisonnablement de le retirer, notamment devant les critiques très fortes de certains de nos concitoyens de confession juive qui ont dit mais c'est pas possible, on peut pas en France aujourd'hui en 2025 voir marquer sale juif ou sale juive sur les murs de nos villes et de nos campagnes. Alors merci Mourad, et on passe au flop avec Robert Ménard qui est maire de Béziers mais qui est assez souvent à Paris sur les plateaux télé, notamment celui de BFM. Je ne sais pas si c'est le cas là. C'est surdimensionné. Je ne comprends pas la présence de Robert Ménard qui... Alors avec toute la sympathie que je peux avoir pour les habitants de Béziers, c'est quand même pas une rebelote, c'est pas une mégapole, et je ne comprends pas qu'il soit aussi présent alors qu'il ne représente finalement pas grand-chose. Alors peut-être. T'es peut-être jaloux, mon. Ça doit être ça. J'aimerais bien avoir mon émission de télé, moi aussi. Non, mais je veux dire, je ne comprends pas. Alors peut-être, j'ai creusé, j'ai posé des questions par rapport à ça. Peut-être que c'est son statut d'ancien directeur de Reporters sans frontières qui fait qu'il a un lien privilégié avec les journalistes, mais ça n'explique pas tout. Et là, il va complètement divaguer, puisqu'il va partir sur la question de la pédocriminalité, et que, selon lui, ça aurait été acceptable à une époque. Évidemment, on parle de l'affaire de l'école de Bétarame, près de Pau, où, a priori, le ministre, mais on en reparlera tout à l'heure, le ministre de l'époque de l'Éducation nationale, à savoir François Bayrou, et l'actuel Premier ministre, et le président du Conseil général à l'époque du coin, et en même temps maire de Pau, historique, il va expliquer que c'était acceptable la pédocriminalité à cette époque-là parce que, tenez-vous bien, sa mère ne portait pas de pantalon. C'est lunaire, je vous laisse écouter. Je crois que réellement, on n'avait pas... Attendez, moi je me méfie toujours, tu sais, de juger aujourd'hui avec ce qu'on a dans nos têtes, ce qui s'est passé il y a 40 ans. Je l'excuse pas, Benjamin Duhamel. Je dis simplement le regard... Non, Benjamin, le regard qu'on porte sur ce genre de choses n'est pas le même. Attendez, mais moi, je sais, je me souviens des rapports entre hommes et femmes à la maison et tout ça. Honnêtement, moi, je vous raconte, ma mère, elle n'a jamais osé porter des pantalons parce que ça faisait pas plaisir à mon père. Alors, ça pourrait prêter à sourire, sauf que n'oublions quand même pas que Robert Ménard, il est aussi capable de ce genre d'ordurerie, de saloperie. Je vous laisse regarder. Psychologiquement, c'est relativement compliqué. Les journées, elles sont longues, elles sont sombres. C'est très dur de s'en remettre. Ça a été une dégringolade et
Et les gens n'ont pas considération de ce qui nous a été fait. Les gens croient que M. Ménard a agi en grand super-héros et qu'il a sauvé la France d'un troubleur d'ordre public alors qu'il a juste gâché une vie de famille. Et c'était juste un numéro de titre de séjour. Il avait eu un récépissé. C'était pas un voyou et on était là juste pour s'aimer. On voulait vivre notre vie tranquillement. On poursuit les flops avec Bruno Tertrais. Oui, alors, qui est un espèce de porte-parole du Likoud et d'idéologie coloniale. Mais c'est d'abord un universitaire. Oui, mais Florence Bergeau-Blaclair est aussi une chercheuse, une anthropologue du CNRS. Donc voilà. Malheureusement, ces titres-là sont un peu dévoyés. Il va expliquer et faire un parallèle entre le fait de soutenir, ou du moins de condamner, un génocide ou une épuration ethnique, ce qui se passe au Moyen-Orient avec Gaza. Il va en faire un parallèle historique avec 3 événements légers, simple à comprendre et tout à fait acceptable. Pouf, évidemment, c'est ironique. Je vous laisse écouter. Oui, je rappelle pour une grande partie du public francophone qui ne le sait pas, c'est que la cause palestinienne, qui, je le répète, est une cause éminemment légitime sur le principe et sur le papier, trouve en fait ses racines dans les 3 grandes idéologies mortifères du XXe siècle, à savoir le nazisme, l'islamisme et le soviétisme. Alors on poursuit avec Nabil Haït Akash. C'est qui ? Ouais, c'est un macronard qui allait se perdre sur un plateau de télé et s'est retrouvé face à j'allais dire à 2 RN, non 1 RN,5, c'est-à-dire à 2 personnes de droite extrême et d'extrême droite, et il va se retrouver sur le plateau d'un pédophile condamné en appel, donc on peut le dire, c'est un pédophile, condamné en appel, et il va s'étonner que quand on va à la rencontre de fachos sur le plateau d'un pédo, il peut se passer des choses pas forcément très agréables. Je vous laisse regarder, je vous laisse écouter surtout parce que c'était prévisible et il semble choqué par ce qui était tout à fait attendu. Je vous laisse écouter. Vous n'avez pas croisé un vrai Français depuis combien de temps? Si, mais vous inquiétez pas. Vous devriez d'abord défendre les intérêts de notre pays. Je suis avec des Arabes, c'est ça exactement. Vous n'avez pas croisé un Français depuis très longtemps. Mais qu'est-ce que vous racontez en fait? C'est grave ce que vous dites. Non, expliquez-vous là-dessus, qu'il n'y ait pas de malentendu. Ça y est. Non, on parle pas comme ça. Non, justement, mais je lui demande de s'expliquer. C'est ce que je suis en train de faire. Vous croyez que je vous considère comme un arabe? Mais je vous ai pas, j'en sais rien ce que vous dites. C'est vous qui êtes en train de nous faire. Alors on poursuit avec une affaire triste, une affaire terrible dont on a déjà parlé. C'est l'affaire de la petite Louise. Oui, alors ils sont en grande difficulté. Donc je parlais des charognards de frontières la semaine dernière. Ils sont emmerdés parce que alors il y a eu beaucoup d'éditos. Je pense notamment à celui de Patrick Cohen qui ont entre guillemets, sont allés dans le même sens que ce que nous disions la semaine dernière, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont complètement travesti la vérité, travesti les faits, et par souci de vouloir à tout prix dire que c'est un arabe qui a trucidé cette pauvre gamine, ils vont tordre le cou à la vérité. Eh bien, Richard Millet, donc on en a déjà parlé ici, le fameux écrivain, qui n'est spécialiste de rien, il va être au top sur cette affaire, puisque lui va découvrir quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. Il va découvrir la raison pour laquelle l'individu soupçonné, donc l'assassin présumé, mais qui a reconnu les faits quand même, l'assassin présumé, il va découvrir pourquoi il est devenu assassin. Je vous laisse écouter, c'est sidérant. Monsieur Bilger, tout à l'heure, m'a dit le nom qu'on n'a pas le droit de divulguer de ce ONL, mais moi, c'est le prénom qui m'intéresse. Il me semble que toute la violence de cette affaire est contenue dans le prénom. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez Louise, c'est un prénom chrétien, français, etc. Et de l'autre, vous avez ce prénom de série américaine, porté par quelqu'un qui probablement vit dans une espèce de sous-série américaine et qui, lorsqu'il a un bobo psychique, dit « je vais sortir pour tuer » ou pour... etc. Donc on est dans un monde complètement déréglé. Et tout ceci fait partie de cela. Vous imaginez dans quelle torpeur il se trouve? C'est-à-dire que comme c'est pas un arabe, c'est pas un bougnoul, ils vont essayer de trouver le prénom Owen machin. Et le Figaro d'ailleurs avait fait un titre absolument extraordinaire en disant que ce garçon d'une famille plutôt
aisée, d'une famille française classique, eh ben, ils vont réussir, le Figaro, à dire qu'il se comportait comme une racaille et qu'il avait des fringues de racaille et que donc, racaille, ça veut dire arabe, hein, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Ils arrivent à aller chercher son prénom pour justifier cette horreur. Ces gens sont indignes, je le redis, pardon, mais ce sont des charognards indignes qui ne devraient pas avoir leur rond de serviette sur les plateaux de télé, mais malheureusement, nous sommes à une époque un peu particulière par rapport à ça. En parlant d'indignité, tu reviens sur Olivier Pardo, l'avocat d'Éric Zemmour, qui a été également le contradicteur de Claude Issard sur le plateau. Oui, de 24 News. On a évoqué ce sujet la semaine dernière. Oui, alors Olivier Pardo, là, je vais pas l'accuser directement lui, ce qui est quand même exceptionnel, mais je veux juste pointer quelque chose de l'ordre de la déontologie ou de l'éthique. Il va, dans cet extrait, défendre les positions d'Éric Zemmour. Il va prendre sa défense, notamment sur l'abandon de l'état de droit, sauf que, sur le plateau, aucun journaliste, et ça c'est pas normal du tout, ne va préciser à ce moment-là que c'est accessoirement l'avocat d'Éric Zemmour. Je vous laisse écouter. La notion d'état de droit, c'est une notion évolutive. L'état de droit n'est que ce que l'ensemble des règles sont posées, à la fois constitutionnelles et également juridiques. Évidemment que l'état de droit est contraignant à certains endroits. C'est aux politiques de le faire changer. Il me semble que Bruno Retailleau, là, est en train de mettre des petits cailloux pour dire ce que serait éventuellement sa campagne à l'élection présidentielle. Et vous avez raison, elle ressemble terriblement, cette perspective, à celle d'Éric Zemmour, parce qu'au fond, les thématiques sont à l'identique. Et de Marine Le Pen. Moins de Marine Le Pen sur le plan économique. Ah oui, sur le plan économique, non, sur l'état de droit. C'est pour ça que je trouve qu'il ressemble terriblement à Éric Zemmour, dans le sens où il est très conservateur sur le plan des problèmes de société, des principes, immigration. Il reprend d'ailleurs ces mêmes thèmes, la lutte contre le gouvernement des juges, et en même temps, il est très libéral sur le terrain économique. C'est pour ça que je dis que ça ressemble beaucoup plus à Éric Zemmour qu'à Marine Le Pen. Effectivement, si c'est l'avocat d'Éric Zemmour, on sait très bien de quel type de liberté d'expression il veut parler. En tout cas, Danielle Obono le sait très bien, elle qui a subi les caricatures racistes de valeur actuelle. Absolument. C'est désormais le moment du microscope et tu as choisi de t'intéresser à François Bayrou, notre bien-aimé Premier ministre, et à sa stratégie de défense dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Betaram. François Bayrou peut compter sur un service après-vente. Absolument, voire même un contrat de confiance à ce niveau-là, parce que, alors, vous l'avez traité largement aux médias et de manière assez approfondie, donc je ne vais pas revenir sur l'aspect politique. Évidemment, nous sommes ici sur la question médiatique. Et donc, effectivement, Bayrou peut compter sur eux, sur nos élitocrates, et notamment notre cher Croissant d'eau, qui va répondre à la question, s'agit-il, oui ou non, d'une affaire politique, puisque la défense, l'une des défenses, la grande défense de la Macronie, avec des éléments de langage repris, vous savez, un peu comme je dis souvent, les poupées, là, on tire la ficelle dans le dos, c'est un règlement de compte, LFI règle ses comptes, c'est une manipulation politique, c'est une affaire politique, gna 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 gna. Eh bien, lui va reprendre, alors que les politiques viennent sur les plateaux dire ça ne me dérange pas plus que ça, c'est leur job, aux Macronards. Que ce soit des journalistes qui le fassent, ça me dérange un tout petit peu plus. Donc je vous laisse regarder la manière dont Croissant d'eau va embrayer le pas à la Macronie de manière quasi, je dis bien, militante. Je vous laisse écouter. Que le regard de la société et peut-être le sien ont aussi changé depuis l'époque où se sont déroulés les faits, parce que le regard de la société, il a changé sur cet établissement à la réputation stricte où on menaçait d'envoyer les enfants passage, il a changé sur les abus qui ont pu se dérouler dans ces institutions religieuses, il a changé sur le recueil de la parole des victimes. François Bayrou n'est pas responsable des faits survenus à Notre-Dame de Betaram, il est, comme beaucoup d'entre nous à l'époque, il faut le dire aussi, passé à côté. Alors, j'aurais pu mettre la députée... Alors, évidemment, il n'y a pas que des scènes comme celle-ci. J'aurais pu mettre la députée LFI, Nouveau Front Populaire, Sarah Legrain, dans les tops, sauf que, voilà, comme il y avait ce sujet central, je l'ai déplacé ici. Elle va garder son calme face, pardon de le dire comme ça, mais je m'autorise, au petit roquet inconséquent de Ronald Guintrange. Comme tu y vas. Pourquoi ? Oui, c'est un petit roquet inconséquent parce que c'est
c'est lui qui avait, vous vous rappelez, traité Villepin d'antisémite, ce qui avait obligé BFM, déjà pour arriver à ça, waouh, ça avait obligé BFM à présenter des excuses écrites en disant bah non, on ne peut pas traiter Villepin, un homme d'État comme Villepin d'antisémite sans preuve. Et il avait dit que si les propos de Villepin avaient été tenus par un petit arabe de banlieue, ça pouvait passer. Deuxième truc complètement hallucinant. Et là, il va interdire à Sarah Legrain, tout simplement, de parler de l'affaire Bayrou et l'affaire, évidemment, de ce fameux établissement scolaire. Différents niveaux de responsabilité sur la personne de François Bayrou. Il y a une première responsabilité qui est juridique, et je tiens à le rappeler, parce que là, on ne parle pas de petites choses. On parle de crimes, de masse, voilà, institutionnels, présumés, bien sûr, présumés, mais institutionnel, et on voit le caractère massif. Et donc, c'est pour ça que nous, la France Insoumise, nous avons aussi saisi la justice pour dire, eh bien, en vertu de l'article 40, M. Bayrou, parce qu'il était député, parce qu'il était ministre, il avait plein de leviers et il avait une responsabilité, qui est la responsabilité déjà de tout citoyen qui connaît un délit et qui doit ou une suspicion de délit ou de crime et qui doit le dénoncer. Vous auriez pu mais dénoncer votre collègue Andy Kerbrat qui pour un achetait de la drogue avec de l'argent public, par exemple. Pardon, excusez-moi, mais je vous laisse responsable du parallèle que vous êtes en train de faire avec la question de couvrir des violences de masse sur des enfants. Je vous laisse responsable de ce parallèle. Moi, je vais respecter les victimes ici. Je ne vais pas faire de parallèle avec des choses qui n'ont rien à voir parce qu'il n'y a pas de victimes dans l'affaire dont vous parlez. Et là, on parle de 120 victimes au bas mot. Alors, heureusement, il y a les experts de plateau de télé qui sont invités notamment par le service public. Et là, on a une certaine Magali Vicente ou Vicente, je ne sais pas comment on prononce. Est-ce que ça te parle, Théo ? Vicente, je pense à Lizarazu, joueur de foot de alors, Vicente, dans ce cas-là. Mais est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu la connais, cette... Non. Non ? Alors, elle va analyser de manière scientifique. Alors là, on rigole plus. Elle va analyser la situation politique par rapport à cette affaire Betaram. Elle va l'analyser au travers de ChatGPT. Waouh. Je ne sais pas comment elle a osé faire ça. Mais en tout cas, elle l'a fait et elle va pouvoir développer le résultat sans problème et sans aucune contrariété. Je vous laisse écouter. Ça en devient risible et vraiment, je le dis très sincèrement du fond du cœur, ils finissent vraiment par me faire marrer tellement c'est ridicule tout ça. Je vous laisse écouter. Le sujet, c'est pas François Bayrou, le sujet, c'est Betaram. Voilà, il faut pas se tromper. Et on voit bien que, oui, il y a une instrumentalisation politique, il faut le dire. Même si vous demandez aujourd'hui à l'intelligence artificielle de son avis sur le sujet. Vous avez essayé ? Voilà, j'ai essayé hier soir. Je me suis dit, tiens, on va voir ce qu'il en pense sur tous les réseaux que j'ai testés. Même l'intelligence artificielle exprime qu'il y a une récupération et une instrumentalisation politique de l'affaire Betaram. Voilà. Donc après, il s'agit d'aller creuser un petit peu, d'aller regarder un petit peu la façon dont les uns et les autres s'expriment sur le sujet. Mais voilà, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de sujet, il ne faut pas se tromper de cible. La colère, elle est là. On voit certains qui l'expriment. On sait, le sujet, c'est pas François Bayrou, le sujet, c'est Betaram. Alors, qui est-elle, cette fameuse Magali ? Quelle que soit la manière dont on prononce son nom, elle est présentée comme politologue, mais en fait politologue de droite. Et notre ami Caisse de Grève a fait un florilège absolument intéressant et pertinent que je vais vous inviter à voir et vous inviter évidemment à suivre Caisse de Grève sur les réseaux sociaux. En fait, elle est tout simplement une ancienne conseillère municipale Les Républicains et une ancienne candidate aux législatives pour le même parti. Et ça, c'est pas précisé. Donc évidemment, si on n'a pas ça en tête, on peut pas comprendre pourquoi elle va cirer à ce point-là les pompes des candidats LR, notamment à la présidence du parti. C'est complètement fou de laisser quelqu'un comme ça balancer des prises de position qui semblent scientifiques, alors qu'en fait, elle est tout simplement partisane, même pas militante, partisane. Je vous laisse écouter. Même l'intelligence artificielle exprime qu'il y a une récupération et une instrumentalisation politique de l'affaire Betaram. On sait très bien que oui, il y a des économies à faire sur les postes de fonctionnaires. On parle de matraquage fiscal, on est carrément à un hold-up fiscal. C'est clairement les valeurs et l'idéologie portée par Bruno Retailleau depuis le départ. Il a cette image de l'homme d'État en capacité effectivement de faire aussi consensus, d'écouter les autres, mais de poursuivre aussi sa ligne politique. Les Français étaient déjà dans une pensée de défiance envers les politiques. Ils y ont cru au moment des législatives. Et au second tour, ils ont vite compris que effectivement, ça allait être très compliqué. On a une notion derrière
de patriotisme qui incarne les valeurs de la France, qui vient en fait se confronter avec l'extrême gauche qui diffuse des valeurs de haine et qui renie les valeurs de la France, que refuse de voir d'ailleurs les extrêmes gauches, de voir que non, ils n'ont pas affaire aujourd'hui à des fascistes dans l'extrême droite, mais à des gens qui sont patriotes, puisque c'est là-dessus qu'avait axé sa campagne Jordan Bardella. On a quand même une provocation permanente à l'intérieur de l'Assemblée et à l'extérieur de l'ensemble des députés insoumis. On ne peut pas laisser dans cette Assemblée nationale un groupe politique avoir une voix telle qu'ils l'ont aujourd'hui, qui est contre les Français, contre la République. LFI est en train de manipuler les citoyens et la classe jeune sur les réseaux sociaux. On est encore dans la stratégie de message de manipulation qui sous-entendrait, et le pouvoir de nuisance de LFI, il est là, qui sous-entendrait que, au travers des lois que l'on a, et notamment celle de l'antiterrorisme, on est en train finalement de donner moins de liberté aux gens. Ce qui est intéressant, c'est de couper la voix de Jean-Luc Mélenchon et de regarder que sa posture est... C'est ce que vous avez fait, je crois. Et voilà, moi c'est ce que j'ai fait parce que finalement, on n'a pas besoin de l'écouter parler. Moi, j'invite les gens vraiment à ne regarder que son comportement, à ne regarder que son visage quand il parle, et on comprendra de suite, en fait, quels sont les objectifs de ce personnage. Je suis contente d'entendre aussi François Hollande dire qu'il y a deux gauches. Maintenant, ce serait bien que, s'il veut qu'on puisse vraiment acter qu'il y a deux gauches, eh bien, qu'il y ait deux gauches au sein de l'Assemblée. On est en train de parler de sport. Le sport, c'est un élément fédérateur, c'est un élément de rassemblement, et donc à un moment donné, c'est aussi un moment de paix. Et est-ce que justement, c'est pas à ce moment-là qu'il faudrait s'abstenir d'avoir ce genre de déclaration dans l'intérêt de tous les citoyens de ce monde? Excusez-moi, mais on parle de sport. On parle d'athlètes. Sortez des postures purement politiques à un moment donné. Madame, il y a des enfants qui meurent tous les jours, c'est des postures politiques? Alors, on a aussi Tréhard qui va se retrouver face à Ségolène Royal. Alors là, pour le coup, il va vraiment être face à Ségolène Royal. Yves Tréhard du Figaro. Oui, pardon, Yves Tréhard du Figaro, qu'on a plusieurs fois épinglé pour racisme militant. Ici, racisme anti-arabe militant, on a tous les éléments pour le confirmer et l'affirmer. Lui aussi va venir en service après-vente avec toujours le même truc. C'est quand même, ça a duré très longtemps, ça, sur le contexte où on aurait accepté à la belle époque la pédocriminalité. Mais en fait, absolument pas. J'ai envie de dire, mais comment on peut affirmer ça? C'est pas les derniers faits. Je rappelle quand même que les derniers faits remontent à très peu de temps, à une trentaine ou je crois une quarantaine d'années maximum. Heureusement, Ségolène Royal, et je la remercie vraiment, va le recadrer sur ces questions-là. Il va le recadrer avec des faits et pas simplement des impressions. Je vous laisse écouter. C'était sur BFM TV. Cette circulaire, puisque à l'époque, j'étais dans un journal où on a traité ce sujet. Vous m'aviez même appelé, je me souviens. C'était difficile, il y avait beaucoup de pression. Le problème, justement, parce il est là le sujet. L'institution se protège. Il est là le sujet. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025 et qu'il y a 25, 26, 30, 40 ans, on n'avait pas du tout le même regard et les mêmes réflexes. C'est faux. Et si, vous savez très bien. Un crime sur enfant est un crime sur enfant, y compris à 25 ans. Je ne cherche pas à défendre. Je ne suis pas l'avocat de. Attendez, laissez-moi parler. Je ne suis pas l'avocat de François Bayrou. Oui. Je vous dis simplement qu'on n'avait pas le même regard, qu'on n'avait pas les mêmes réflexes à l'époque. On écoutait peut-être moins les enfants. Écoutez, regardez l'affaire Abbé Pierre. C'est quand même assez flagrant. C'est parce que c'est la loi du silence. On n'a pas. C'est la loi du silence. C'est la loi du silence. Donc là, on est sur des enfants. On ne regardait pas la chose avec la même gravité. Vous êtes déjà dans l'excuse. Le même regard. C'est faux, vous êtes déjà dans l'excuse. Un viol sur enfant, c'est un viol sur enfant. J'essaye de me remettre. Mais la circulaire, procureur. Alors, dans ce cloaque, une bonne nouvelle. On a maintenu le journaliste Julien Benedetto sur France Info. On l'a maintenu en plateau. Alors, je rappelle qui est Julien Benedetto. C'est l'homme de la Riviera. Vous savez, du débat sur la Riviera à Gaza. Est-ce que c'est viable? Est-ce que économiquement, c'est intéressant? Puis c'est un bon spot. Il fait beau, il y a la mer et tout ça. Et puis qui avait été retiré en douce par France Info, parce que c'était tellement intenable et insupportable. Et ça avait valu également des critiques des journalistes en interne. Et donc, il est toujours à l'antenne. Et il fait toujours aussi bien son job. Là, il se trouve face à la députée Nouveau Front Populaire, Gabrielle Catala, et il va tout simplement lui interdire de parler de l'affaire Bayrou. Je vous laisse écouter. Et moi, ce soir, on m'a invité à cette émission en me disant qu'on parlerait du scandale de Betaram. Qui est un scandale d'État. On n'a pas le temps. Si, exactement. Qui est un scandale d'État qui n'a même pas été mentionné au titre d'actualité tout à l'heure. Et sur les agences de l'État, si vous voulez que je vous réponde, le RN propose de supprimer toutes les agences. Donc l'Office français pour la biodiversité.
Alors c'est absolument exceptionnel, je veux dire. Les mecs, ils doutent de rien. Ils sont pas sanctionnés. Je veux dire, pour ce qu'il a fait déjà, il aurait dû être dégagé des plateaux et aller dans un autre service, mais même pas. Ils le remettent et le mec, il revient à la charge et il va décider de ce qui est abordable et pas abordable par des invités politiques. Je trouve ça tout à fait magnifique. L'autre bonne nouvelle, celle-ci c'est une vraie bonne nouvelle, c'est Jean-Michel Apathy donc a fait un édito que je vous laisse aller voir. Hein, vous pouvez, c'est un peu long, mais je vous laisse aller voir où il va fustiger effectivement la position de Bayrou dont tu parlais au début de cet entretien. Et il va expliquer qu'un ancien surveillant est depuis un petit moment conseiller municipal dans une commune voisine et qu'il est connu et que Bayrou, évidemment, ne pouvait pas ignorer son existence et qu'il a été accusé, évidemment, d'attouchement, voire de viol. Et Bayrou dit « je ne savais pas ». C'est quand même le résumé de son positionnement à Bayrou, c'est « je ne savais pas ». Eh bien, il se trouve que une téléspectatrice, une internaute de l'œil de Moumou, m'a contacté. Et en fait, son compagnon, ils sont tous les deux de là-bas, son compagnon, en l'espace de quelques minutes, et notamment via des forums qui parlent de ces questions, de cette affaire, en quelques minutes, a retrouvé la trace de ce fameux conseiller municipal, ancien surveillant, et a retrouvé, tenez-vous bien, son 07. Son numéro de portable, en quelques minutes. C'est-à-dire que vous avez des internautes, vous avez des gens qui suivent le média, alors pardon de le dire comme ça, mais vous avez des citoyens lambda qui, en quelques minutes, retrouvent la trace de ce conseiller municipal ancien surveillant et son numéro de téléphone, alors qu'un ancien ministre, actuellement Premier ministre, n'a pas fait la recherche et que l'État, puisque quand même un Premier ministre, ça dirige, l'État n'est pas foutu de trouver ça. C'est juste intenable et insupportable. Alors merci, et la semaine dernière on était sevrés de tes coups de cœur et de tes remerciements. Absolument. Et nous y voilà. Parmi mes coups de cœur, aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle Alexandre Milliardaire. C'est assez drôle comme nom, milliardaire, pardon. Le dernier homme, c'est un roman signé Daniel Roualan. C'est à l'Harmattan, c'est édité chez l'Harmattan. Et c'est tout à fait surprenant parce qu'il va raconter, alors il ne l'a pas écrit en 2 jours, bien évidemment, il va raconter ce qui se passe avec Elon Musk, en fait. Et donc, il va expliquer, alors avec Elon Musk, et puis même maintenant, depuis que je l'ai lu, avec Bernard Arnault. C'est-à-dire qu'il va expliquer que ces gens, cette famille, les milliardaires, en fait, sont ambitieux. Cette famille d'entrepreneurs français lancée dans une course effrénée à la richesse ne vise rien d'autre que la domination matérielle de la planète. Cette conquête s'étend sur 2 siècles et 5 générations. Jusqu'à 2068, elle mènera le monde à son épuisement et l'humanité vers la tragédie. J'étais tellement surpris par ce livre que j'ai appelé Daniel Roualan. Il m'avait laissé son numéro de téléphone. D'ailleurs, je vous invite à le faire quand vous m'envoyez un livre, à mettre vos coordonnées. C'est toujours bien de pouvoir échanger avant d'en parler. Il n'a pas vu le film Don't Look Up. Alors qu'en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire des gens tellement avides qu'ils vont pomper la planète jusqu'à la détruire ou la laisser se détruire juste pour leur envie de pouvoir et d'argent à ne plus savoir qu'en faire. Donc voilà, je trouve ça extrêmement intéressant. Je le félicite. Donc c'est Daniel Roualan, Alexandre Milliardaire, le dernier homme. C'est un roman, donc chez l'Harmattan, dans la collection Miroir d'Urel, science-fiction. Et donc, on poursuit avec les remerciements. Je démarre par Alain, qui est carreleur, qui a 80 ans et qui nous suit de carreleur manière à la régulière. retraite, tu veux dire. Ah bah, un peu mon neveu. J'espère, le pauvre. Et qui nous suit depuis Marseille. C'est son fils qui m'a fait un coucou. Et voilà, il m'a signalé que son papa était fan de cette émission. Donc, je l'embrasse très affectueusement. Alors, j'étais dans mon tour de France des villes, parce que je vais rencontrer régulièrement, et je suis à votre disposition, évidemment, je vais rencontrer les internautes et les téléspectateurs, ça me fait très plaisir, je crois que c'est un peu réciproque, d'être en contact comme ça les uns les autres. Et donc, j'étais à Decazeville, dans l'Aveyron, et donc, je voudrais saluer notamment Martin, qui est un créateur de vêtements, qui est en train de lancer sa ligne. J'espère qu'il va réussir. Donc, j'ai eu le plaisir de le croiser là-bas. Je veux bien qu'il m'habille. Mais il va le faire. Martin, si tu nous regardes, pense à Théo, s'il te plaît. Il y a également Christian, qui est un cheminot CGT, toujours de Decazeville. Évidemment,
Il y a nos deux amis qui sont à la fois Christophe et Emma, alors Christophe qui tient le fameux bistrot, qui a ouvert ce fameux bistrot, le Friendly, et qui nous a accueillis vraiment de manière absolument extraordinaire. Je tiens à le remercier très très chaleureusement. Il y a Moumini, qui est le libraire de Decazeville, voilà, et qui prête les... Moumouni Moumini, ouais. Pourquoi? Je sais pas... Oui, tout le monde confond Moumou et moi, enfin lui et moi, donc c'est un peu bizarre. Tout le monde l'appelait Moumou, m'appelait Moumou, et il y a eu une confusion, mais c'est son prénom. Et donc il est libraire à Decazeville, je le salue très chaleureusement. Il y a Zaya d'Argenteuil, qui est une maman qui nous suit également et que j'embrasse très affectueusement. Karim M. Alors Karim s'est abonné à l'œil de Moumou. Alors je vous invite à le faire effectivement parce que tout le monde ne pense pas forcément à s'abonner, puis aux médias évidemment sur YouTube. Donc je le salue très chaleureusement. Il y a Elondo de Paris, Emma et Adrien de Bondy, Cécile Auger et Kevin R. Kevin R, qui ça peut être ça? Il paraît que c'est un humoriste qui passe sur le média. Bon, en tout cas, je les embrasse très chaleureusement. Il y a Patrick de Sermez dans le Loiret, Butter Enjoyer sur les réseaux sociaux, Sophie, Raphaël, Philippe de la Provence d'Orléans et Sophia, alias la Daronne 82. J'adore ce terme Daronne, ça me fait toujours marrer. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et puis merci pour votre fidélité, très sincèrement. Merci Mourad le Daron. Et merci à vous de nous avoir d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet, sur votre Freebox au canal 165, sur Molotov également. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Alors, si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien et faites le geste qui compte. Donnez-nous de la force, donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.